quelque chose qui s'est passé à Bourges, où j'étais éducatrice arrivée en 68, dans une équipe laïque toute nouvelle. Et on arrivait dans un lieu qui s'appelait Bon Pasteur avant notre arrivée, et qui était tenu par les religieuses de la congrégation du Bon Pasteur d'Angers. Et longtemps après mon arrivée en 68, 25 ans après, j'ai organisé avec d'autres un colloque sur place dans ce monastère qui est devenu IPES, Institution publique d'éducation surveillée. On a organisé un colloque réunissant les acteurs de l'époque, du démarrage de l'équipe laïque, donc 25 ans avant, et pour parler de la façon dont cette maison, de toute religieuse qu'elle était, tenue par des religieuses, est devenue laïque un peu du jour au lendemain. Et à l'issue de ce colloque, un groupe s'est réuni avec une historienne et moi-même, et à nous deux, on a pendant des années travaillé sur des témoignages, et l'historienne qui s'appelle Françoise Tétard m'a orientée vers la recherche dans les archives que j'ai appris à faire, qu'elle m'a appris. Et donc, on a travaillé sur ce sujet de la laïcisation du Bon Pasteur de Bourges, devenu une institution pour filles. C'est pour les filles, hein, que j'ai oublié de le dire jusque-là, mais c'est effectivement la congrégation du Bon Pasteur s'était donné une mission pour les filles perdues, entre guillemets. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu à un moment donné la grande exposition que vous avez fait sortir et le spectacle qui allait avec à partir de ces témoignages, c'était que fille perdue n'était pas un terme fixe, mais qu'il a beaucoup évolué durant les 2 derniers siècles finalement. Tout à fait. Oui, cette exposition qui s'appelait Mauvaise fille s'est tenue à Savigny-sur-Orge, au centre d'exposition historique de l'éducation surveillée, devenue protection judiciaire de la jeunesse. Et effectivement, c'était le thème de cette exposition, que de montrer à quel point la stigmatisation des filles au XIXe siècle, les filles qu'on disait mauvaises ou perdues et qu'on enfermait dans des couvents ou dans des institutions qui étaient là pour les mettre dans le droit chemin ou les faire devenir religieuses, eh bien, combien ça a évolué au fil des époques, parce qu'elles n'étaient mauvaises qu'au regard de ce que la société attendait des filles. Alors que, connaissant bien ces filles, moi, pour y avoir travaillé auprès d'elles dès le début de ma carrière à 20 ans, à Bourges, et puis par la suite, je savais combien ces filles étaient plus victimes que délinquantes, en tout cas. Parce qu'à l'éducation surveillée, on s'occupe des enfants délinquants. C'était ça. Et à la protection judiciaire, l'appellation protection judiciaire est arrivée au début des années 90 pour justement qu'il y ait cette notion de protection, pour montrer que ces filles étaient plus des victimes que des actrices néfastes. Mais des filles qui sortaient du cadre. Absolument. Résistaient au père, fuguaient, prostitution. Quand elles n'étaient pas conformes à ce qu'on attendait d'elles, de se tenir dans le droit chemin, même sans se prostituer, elles pouvaient être susceptibles de devenir des prostituées, et donc on les enfermait à titre préventif. Une fille qui voulait sortir, qui rencontrait un garçon, qui tombait amoureuse trop jeune, on l'enfermait dans le Bon Pasteur. C'est ce que raconte le film. Il y a Magdalene Sisters, un film qui montre bien qu'une jeune fille qui s'est fait violer par son cousin est mise au Bon Pasteur. Le cousin n'est pas puni, mais c'est la fille qui est punie. Et comme elle attendait un bébé de ce viol, l'enfant lui est retiré d'entrée et placée, et elle est mise au Bon Pasteur. Alors on a une histoire, et
après 68, le regard sur les filles a changé et il y avait aussi des hommes et des femmes qui intervenaient dans ce milieu. Oui. Alors à Bourges, ce qui est caractéristique, c'est que c'est une directrice laïque qui a pris la suite de la direction religieuse et qui avait des idées tout à fait révolutionnaires. Mademoiselle Prévost, quand elle est arrivée, Renée Prévost, qui s'est mariée par la suite, et était Madame Prétot. Et elle était contre l'enfermement. Elle a accepté en 68, même dès 67, elle a dit oui pour prendre la succession des sœurs. Et elle a décidé de le faire, mais avec l'idée, et parce que c'était 68, elle l'a bien dit dans les témoignages qu'elle a apportés ensuite, que le contexte social était favorable à l'idée à ces idées à elle, qui étaient très fortes et qu'elle nous a tout à fait, enfin pas inculqué, parce que moi j'avais les mêmes idées aussi, que l'enfermement ne servait strictement à rien, que c'était contre-productif et que c'était en plus complètement privatif de liberté, que c'était pas possible. Et les filles ont été bien plus longtemps que les garçons, parce que les garçons aussi, au 19e siècle, étaient enfermés, étaient retirés de leur famille. Mais pour les filles, ça s'est prolongé encore bien plus longtemps. Et presque 50 ans après, est-ce que les enjeux pour des jeunes femmes sont restés les mêmes? Parce que l'enfermement a certainement diminué, mais il reste des enfermements d'images et de regards certainement très forts. Oui, ça a changé un peu, mais c'est plus l'enfermement tel que ça se jouait à l'époque, c'est-à-dire on les met pas exclus de la vie sociale, mais ce qui est nouveau, je trouve, c'est le regard, je sais pas comment expliquer ça, le cyberharcèlement, par exemple, que des jeunes femmes, des jeunes filles aujourd'hui subissent, me paraît tout à fait enfermant aussi. Elles sont stigmatisées et c'est un peu une nouvelle façon d'être mise à l'écart, et puis de générer une rébellion, parce que les filles que j'ai connues moi quand j'étais éducatrice à Bourges, dans l'équipe laïque, avaient d'une certaine façon, c'était des rebelles. Parce qu'elles n'acceptaient pas qu'on les mette dans des chemins tout tracés, qu'elles ne pouvaient pas mener leur vie comme elles l'entendaient. Et maintenant, c'est aussi le cas, je pense, pour les nouvelles jeunes filles qui se rebellent, qui peuvent devenir délinquantes aussi. Maintenant. Et puis, il y a aussi... vous voulez qu'on arrête? Non. Je voulais reprendre un autre fil parce que là, on est sur le cyberharcèlement, on est en cybermodernité, mais avec un autre engagement auprès des migrantes. On touche à des sujets qui nous semblent un peu ancestraux. Tout à fait. Ancestraux et qui nous parviennent à travers ce monde de la migration dans lequel il y a tout un engagement fort. Oui, moi je suis engagée là-dedans. Et c'est vrai que des jeunes filles qui font le voyage, qui quittent leur pays, qui s'exilent, il y en a beaucoup moins que des garçons, mais il y en a aussi. Et celles qui arrivent en France, en tout cas à Bourges, puisque c'est là que je suis toujours, on s'aperçoit, celles qui arrivent ont des parcours terribles, où elles ont, au cours de ce parcours, ce voyage qui peut durer des mois ou voire des années, elles ont pu connaître la prostitution. La plupart ont été embringuées dans des réseaux de prostitution, alors souvent elles ont quitté leur pays. On en a rencontré aussi, Angélica, vous le savez bien, qui quittait le pays parce que y en a une qui avait cherché à échapper à l'excision et qui avait tout son parcours de vie était lié à ce désir farouche qu'elle avait de ne pas être excisée.
alors qu'elle a été mariée de force, elle a eu un enfant, et elle a réussi à échapper à l'excision en arrivant en France. Et en France, elle a eu énormément de mal à être régularisée. Ça a duré des années. Parce qu'on ne pouvait pas... Enfin, il était impensable pour les autorités préfectorales qu'elle ait pu échapper à l'excision. Il était impensable. Oui, ouais. Oui, c'était impensable et on ne la croyait pas. Parce que c'est souvent il y a toutes sortes de situations différentes pour ces femmes qui arrivent de l'étranger et de pays où les normes ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. C'est quelquefois très compliqué. Je pense, à propos des migrantes, à un film là qui vient de passer sur Arte hier soir, qui s'appelle La mauvaise réputation. Et d'abord, c'est le titre qui m'a alertée, parce que la mauvaise réputation, c'est ce qu'on dit des filles qui rentraient dans les bons pasteurs. On considérait que c'était des prostituées et les gens de l'extérieur disaient que c'était des mauvaises filles. Et là, dans ce film, c'est une jeune fille d'Afghanistan qui vit, non pas en France, mais en Norvège, et qui rencontre un garçon, et c'est tout. Elle rencontre un garçon. Son père la surprend en compagnie d'un garçon. Ils vivent en Norvège. Ils ont certainement obtenu la régularisation de leur situation. Elle est mineure et le père décide qu'elle ne peut pas rester en Norvège. Et ça n'est plus l'enfermement dans un couvent, comme on faisait avant, mais c'est le renvoi à la maison, au Pakistan, là d'où elle vient. En Afghanistan, pardon, je crois que c'est en Afghanistan. Dans ce film, enfin ça revient au même. Ça n'est pas possible pour une fille d'être en rapport avec un garçon à un certain âge. Et ça, il y a des pays où ça continue. Et pour ces jeunes femmes et jeunes filles qui arrivent de l'étranger, c'est quelquefois, il y a un choc culturel assez terrible en arrivant là. C'est le film Les Diablesses qui parle de ça aussi. La fille qui flirte plus, même pas, elle flirte pas, elle danse. Elle commence à danser avec un garçon, et bien, ce sera le bon pasteur pour elle. Là maintenant, c'est le retour à la case d'un pays que la jeune femme en général ne connaît pas. Hein. Tout à l'heure, il y avait question de la jeune femme qui voulait échapper à l'excision. Oui. Et j'ai pensé, pour ces femmes-là, c'est quand même très important qu'au comité, il y a des femmes et des hommes qui les accompagnaient. Ah, mais certainement, oui. Pour raconter une histoire douloureuse, la place des femmes est certainement bien pour recueillir le témoignage, mais il m'a semblé d'être reconnue aussi par des hommes de notre société. Oui. Quand vous parlez de comité, c'est le comité de vigilance pour la défense des droits des étrangers, dont nous étions membres toutes les deux, et je continue à y être à Bourges. Ben, effectivement, c'est un comité qui est constitué d'hommes et de femmes, et oui, c'est très important qu'il y ait que ces femmes et les garçons aussi, et les hommes aussi, se rendent compte que... Enfin, pour les femmes, c'est très important que des hommes les écoutent et les croient, et prennent en compte leur récit et tout ce qu'elles racontent de leur terrible histoire, souvent. Et ton mère et grand-mère, comment, après un temps où les questions autour de la situation des femmes s'étaient un peu tassées, quelle est la perception de ce monde où tout à coup ces sujets reviennent un peu sur le devant de la scène? Oui. On sait aussi que le droit à l'avortement est beaucoup mis en péril dans beaucoup d'endroits. Oui, mais c'est très important que les jeunes filles, moi j'ai une petite fille de 14 ans, qu'elle sache ce qui s'est passé avant elle.
Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée au Bon Pasteur de Bourges. Enfin, c'était pas au Bon Pasteur, à l'institution de Bourges. C'est que je ne savais pas du tout d'où venait la profession d'éducatrice. C'est important que les petites filles, oui, et les jeunes filles, les adolescentes, comprennent que tout n'est pas acquis. Tout ce qu'elles réussissent à vivre maintenant n'est pas quelque chose d'acquis pour toujours, et qu'il y a encore des pays où c'est très difficile pour les filles, et que ça l'a été des fois pour leurs parents ou leurs grands-parents. Tu as des échanges comme ça avec ta petite fille? Oui. Je lui ai, bon, pas cette année, mais l'année précédente, je lui avais offert un petit livre sur les règles. Et c'est quelque chose que ma mère n'aurait jamais fait, d'offrir ça comme... Et elle était contente, Nina, elle s'appelle. Elle était contente que sa grand-mère lui parle de sa féminité et de des particularités. Et oui, j'en parle. On a des échanges là-dessus, bien sûr. Merci Claire.